Donc, c'est mon honneur aujourd'hui d'être la responsable du colloque de la session sur les sols forestiers. Le but, c'est qu'on puisse écouter les trois présentations de 12 minutes, puis qu'on ait après ça une séance de questions. Donc, on ne fera pas de questions après les premières présentations, ça va être vraiment une séance de questions conjointes après les trois présentations. Donc, la première conférence va être celle de Marie-Ève Roy, qui est candidate au doctorat à l'UQO sous la direction du professeur David Rivet. Et elle va nous parler du microbiome du sol, un témoin de la modification de nos écosystèmes forestiers aménagés. Donc, Marie-Ève, si tu veux partager ton écran. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Ève Roy. Je vais vous parler du microbiome dans nos sols forestiers, puis l'impact de l'aménagement forestier sur ce microbiome-là. Donc, on va aller dans ce qui est très petit et ce qui est un peu invisible. Donc, on va parler de champignons et de bactéries. OK, donc, c'est très minuscule. Et c'est petit, mais ça n'a rien de petit dans leur rôle. Alors, ça, c'est vraiment important de savoir que pour les plantes, le microbiome, ça les aide à acquérir de l'eau, des nutriments pour la sécheresse, pour plein de conditions différentes. Le microbiome est très, très important. Aussi, par rapport à tout ce qu'il peut faire dans le sol, donc mobiliser les nutriments et aussi par rapport au carbone, au changement climatique. Le microbiome, il régule la matière organique des sols, c'est pas rien. Décomposition et stabilisation du carbone dans le sol, c'est un énorme composant des changements globaux. Donc, les sols forestiers sont très, très, très importants par rapport au cycle du carbone. Donc, c'est pour ça que plusieurs personnes s'intéressent au microbiome. Et nous, on s'intéresse au microbiome. Qu'est-ce qui se passe après aménagement? Comme la très grande majorité de nos écosystèmes forestiers sont aménagés, qu'est-ce qui se passe avec nos microbiomes quand il y a un aménagement forestier? Donc, un aménagement forestier, on peut penser à tout ce qui est au-dessus du sol, la composition, les plantes, la structure. On peut penser aussi à ce qui est dans le sol et en dessous du sol, donc les cations, le pH, la matière organique. L'impact sur le microbiome, il est connu principalement en forêt boréale, mais pas beaucoup en forêt feuillue tempérée. Okay? Donc, toutes nos forêts un peu plus du sud du Québec, là, on connaît très mal l'impact de l'aménagement forestier sur ce microbiome-là. On sait que dans d'autres écosystèmes, le pH, la compaction, la composition forestière sont très importants. Mais là, on a tout à explorer en forêt tempérée, donc c'est intéressant de voir les effets de l'aménagement dans ce domaine-là. Donc, notre hypothèse, ça va être que plus l'aménagement va être intense et plus c'est tôt après l'aménagement, plus il va avoir d'impact. Pourquoi? Parce qu'on va modifier plus la température, l'humidité du sol, la composition, les débris ligneux. Comme c'est des effets plus drastiques, on aurait des effets plus importants sur notre microbiome. C'est aussi intéressant, quand on pense à l'aménagement forestier, de savoir c'est quels les facteurs qui influencent le plus notre microbiome. Ce qu'on suppose, c'est que le pH va être vraiment important avec l'abondance de bactéries. Puis aussi, on émet l'hypothèse que comme les arbres vont nourrir les champignons symbiotiques là, par leur exudat racinaire, bien, moins il y a d'arbres, moins il y a de densité forestière, moins il y aurait de ces champignons symbiotiques-là. Donc ça, c'est des hypothèses qu'on avait émises à la base. On a regardé un peu tout ça dans un réseau de forêts où on avait des forêts qui étaient coupées par coupe totale, 5 ans, 15 ans, 30 ans après coupe, et des forêts qui étaient jardinées, 5 ans, 15 ans, 30 ans après coupe. Ce qui était très important, c'était de comparer avec des forêts témoins, donc des forêts qui, à notre sens, n'avaient jamais été aménagées ou en tout cas, on ne voyait aucun signe d'aménagement. Ça a été fait là, sur 189 parcelles où dans chacune des parcelles, on a pris des mesures de toute une panoplie de choses, dont le microbiome. Donc, on a mesuré la densité, la structure, la diversité des plantes, on a mesuré les débris ligneux, la matière organique, on a aussi pris toutes les données sur le sol, les cations, le phosphore, carbone, azote, etc. Puis, principalement, on a pris le microbiome dans le sol pour regarder son ADN. Pour le microbiome du sol, on a regardé celui-là de la partie organique, donc plus sur le dessus du sol, parce que selon la littérature, c'est lui qui aurait des impacts à plus court terme, c'est lui qui serait le plus impacté par l'aménagement.
Donc, on a fait du qPCR pour avoir notre abondance de champignons et bactéries, puis on a aussi fait du séquençage. Donc, on avait 650 espèces de champignons là, qui ont été séquencées dans nos forêts. Là, je vais vous donner les résultats, mais juste avant, je voudrais mentionner que qu'est-ce qui serait idéal d'obtenir comme résultat? Donc, qu'est-ce qui serait idéal pour notre microbiome pour réduire les effets des changements climatiques? Okay? Donc, en fait, si on a beaucoup de bactéries dans nos sols, ce ne serait pas idéal parce qu'ils respirent beaucoup, OK? Et ça émet beaucoup de CO2. Tandis que si on a quand même beaucoup de champignons, notamment des champignons symbiotiques, eux autres sont capables de stocker du carbone à long terme dans les surfaces plus profondes du sol. Donc, ils sont meilleurs pour stocker le carbone. Donc, on aimerait voir qu'on a plus de champignons symbiotiques et moins de bactéries. C'est un peu ce qu'on espère. Les champignons décomposeurs sont un peu entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? C'est que tout au long de notre chronoséquence, et ça, c'est assez important, les coupes de forte intensité, ils ont eu des effets pendant tout le long de la chronoséquence. Donc, il y avait au moins 34 d'augmentation de bactéries et une diminution du ratio champignon-bactéries d'au moins 32 OK, donc ça, c'est pas bon. OK, donc quand c'est fortement ménagé là, par coupe totale, les coupes de jardinage, il y avait des effets aussi, mais ils étaient un petit peu moins importants. C'est comme on s'attendait à voir. Donc, en fait, pour les bactéries, je vous présente un peu les résultats. Ça, c'est l'abondance de bactéries. Et ici, c'est les forêts coupe totale. Ici, c'est les forêts coupe jardinées. Et puis en bas, c'est les forêts contrôle non aménagées. On voit que l'abondance de bactéries est plus faible donc dans les forêts non aménagées. C'est vraiment significatif. Là. Puis 30-34 là, c'est une grosse différence. Donc, plus de bactéries, plus de respiration. Donc là, ça nous intéressait de savoir, mais c'est pourquoi? Donc, c'est quoi les variables qui font ça? Les variables les plus significativement corrélées avec l'abondance de bactéries, c'était quand le pH était faible et la densité de la forêt était très faible. Donc, c'est ce qui expliquait pourquoi, après coupe totale, on avait beaucoup de bactéries. Okay? C'est à cause qu'il y avait il y avait beaucoup de... La température était chaude au sol, il n'y avait pas beaucoup de densité d'arbres et le pH avait diminué. Donc, ça, c'est un peu comment nos aménagements, les couleurs chaudes, c'est les coupes totales, les couleurs bleues, c'est les coupes jardinées, puis en vert, c'est nos vieilles forêts. Ce qu'on veut, c'est d'avoir le moins de bactéries, puis plus forte densité, plus fort pH. Là. Donc, ça, c'est la densité forestière, le pH et les bactéries, comment ils s'organisent autour de nos peuplements forestiers. C'est assez clair là, que dans les forêts qui ont été coupées là, par coupe totale, il y a beaucoup de bactéries, le pH est moins bon, densité aussi. Là. Donc, il y a un effet important des coupes sur ce facteur-là. On a regardé aussi le ratio champignon-bactéries qu'on a mesuré. Encore une fois, on voit que nous, on veut qu'il soit le plus élevé possible, là, mais là, on voit que dans les forêts coupe totale, là, il est assez bas. Des coupes jardinage, il est un peu moins, l'épaque est un peu moins fort. Donc, ce ne sera pas long, il faut que je vous tasse pour me rendre à ma flèche. OK. Une seconde. Ah, je suis pris. OK. Je ne veux pas vous masquer. Voilà. OK, donc, ça, c'est important comme résultat, là, le ratio champignon-bactéries. On aimerait qu'il soit assez élevé parce que les champignons sont plus efficaces pour stabiliser le carbone, l'azote dans le sol. Donc, pour stocker le carbone à plus long terme, on voudrait ça, là, plus de champignons par rapport aux bactéries, comme dans les vieilles forêts, mais ce n'est pas ça qu'on a vu avec les coupes. On a regardé aussi toute la communauté des champignons. Je vous épargne les détails, mais ce qu'on voit, c'est que 5 ans après coupe totale, il y a vraiment une grande modification de notre communauté de champignons. C'est comme on s'attendait. Puis la richesse des champignons est beaucoup plus élevée dans les forêts non aménagées. Et le plus faible, c'est dans les forêts après 5 ans après coupe. On s'est intéressé aux guildes de champignons puis au mode trophique d'acquisition de carbone. Donc, on a séparé nos champignons par mode trophique, donc les symbiotiques, les saprophytiques et les parasitiques.
Ce qu'on s'attendait, c'est que l'aménagement ait un effet sur les symbiotiques, parce qu'en forêt boréale, c'est ça qu'ils voient, puis notamment parce qu'il y a moins d'arbres, il y a moins d'exudats racinaires, il y a moins de nourriture pour eux. Donc, c'est eux qui seraient le plus fortement affectés. Donc, c'est un peu ça qu'on a vu ici. Donc, je vais vous montrer, là. Ça, c'est nos champignons symbiotiques et ça, c'est la coupe totale. Donc, 5 ans après coupe totale, on a moins de champignons symbiotiques, mais ça augmente avec le temps. Pour ce qui est un résultat qui nous a surpris, c'est que les champignons parasites et pathogènes étaient très, très, très importants 5 ans après coupe totale. Donc, quand il vient d'avoir une coupe, on a vraiment beaucoup de pathogènes, des pathogènes de plantes, de champignons, d'animaux. Donc, ils sont vraiment boostés après coupe. Fait que ça, c'est un peu surprenant. Puis, dans le fond, ben, pourquoi ça nous intéresse, c'est que tous ces champignons-là sont reliés, sont importants ensemble. Mais les champignons symbiotiques, c'est eux qui vont stocker le carbone à long terme, fait que c'est eux qui peuvent amener une nette diminution du CO2, fait qu'on veut qu'il y en ait en grande quantité. Donc, encore une fois, on a regardé, mais qu'est-ce qui influence ces champignons-là symbiotiques? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a plus dans une coupe? C'est-tu la densité forestière? C'est-tu la diversité? C'est-tu la structure? C'est-tu le sol? Donc, on a émis des idées, on s'est dit, ben c'est peut-être la densité. Donc, on a regardé un peu tout ça. Et ce qu'on a vu, c'est que ce n'était pas la densité d'arbres qui était tellement important pour les champignons symbiotiques, mais c'était la diversité dans notre structure forestière. Donc, c'était la variable qui était la plus corrélée avec beaucoup de champignons symbiotiques. Quand on avait une forêt avec des très, très gros arbres, il y avait plus de champignons symbiotiques et le carbone dans le sol était la deuxième variable la plus importante. La composition arrivait en troisième. Donc, pas seulement une densité, mais vraiment une structure diversifiée, des arbres de vraiment plein de tailles différentes. Donc, pour conclure, on a regardé toutes nos variables ensemble pour voir qu'est-ce qui serait l'idéal dans une forêt. C'est quand on a un sol très fertile, on a beaucoup de champignons, on a un pH qui est bon, on a une bonne diversité de plantes, on a des champignons symbiotiques. Donc, en fait, on aimerait avoir nos forêts un peu ici. Là. On voudrait que nos forêts apparaissent un peu ici. On ne veut pas ça, on ne veut pas de l'aluminium, des parasites trop. Là. Ça, c'est moins désirable. Fait qu'on a regardé où est-ce que se situent nos forêts là-dedans. Fait que ça, en fait, nos vieilles forêts se situent là où c'est très désirable, là, un sol fertile, une bonne diversité de plantes et tout. Après jardinage, 5 ans après jardinage, nos forêts sont ici. La bonne nouvelle, c'est que dans le temps, ils ont tendance à revenir vers une forêt plus non aménagée, tandis que les coupes totales, ça, c'est ici et elles sont pas mal loin, mais dans le temps, eux autres aussi, ils reviennent un peu. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que, bon, c'est pas idéal, mais dans le temps, ça semble s'améliorer. Donc, en conclusion, un microbiome qui est intègre à nos vieilles forêts, c'est un atout pour les changements globaux. Et quand on aménage, ce serait vraiment important de prendre en compte la composition, la structure, la densité, le pH dans nos sols, plein de facteurs comme ça, parce que ça va être important dans les changements climatiques. Et là, je voulais dire que je vous ai simplement présenté une petite partie, mais on a des données sur la fertilité du sol, la séquestration de carbone, la pollution avec l'aménagement. Et tout ça vient à la même conclusion. Quand nos forêts sont non aménagées, à part la pollution qui diminue, tout le reste des variables sont assez boostées. Alors, c'est important de prendre ça en compte. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Marie-Ève. Excellente présentation. J'ai pris plein de notes, j'ai plein de questions pour toi.